Plaisir d'avoir à cette deuxième table ronde M. Laoufi, que vous avez déjà entendu tout à l'heure, Julien Alvarez, que tous les acteurs du juridique normand de la CFDT connaissent depuis, j'ose pas dire des décennies, mais c'est un peu le cas. Michel Rose, avocat du réseau AVEC, Madame Layet-Beaulieu, qui est donc intervenue tout à l'heure et qui, je l'espère, apportera d'autres précisions sur la question de la preuve en matière de discrimination, et Christophe Launay, qui est aussi avocat du réseau AVEC. J'aurais une première question alors, que j'avais destinée un petit peu aux deux avocats qui sont présents à cette table ronde, mais qui peut-être peut apporter une réponse de la part de tous les intervenants. Puisque nous abordons aujourd'hui, maintenant pendant une heure, le thème de la preuve, donc de la preuve de la discrimination, sur qui pèse la charge de la preuve? Si je réponds. Sur qui pèse la charge de la preuve, ça pose la question de la méthodologie. En droit du travail, la charge de la preuve est habituellement partagée. Qui plus est, en droit du travail, la preuve est libre, ce qui est quand même une avancée considérable par rapport aux règles de procédure civile classique. Encore faut-il avoir à l'esprit que si on ne respecte pas la méthodologie qui va permettre de faire émerger et faire sanctionner la discrimination, et là je parle autant aux avocats, défenseurs qu'aux juges, on va passer à côté de notre sujet. En fait, le 1134-1, qui est notre Bible à tous, mais on pourrait aussi citer le 1152-1 en matière de harcèlement, puisqu'on est exactement sur les mêmes logiques. N'oubliez pas qu'en droit européen, le harcèlement est une discrimination, ce qui est une différence assez considérable par rapport au droit français qui fait du harcèlement un cas particulier, mais on sait que dans la discrimination syndicale, il y a forcément des éléments qui font apparaître des faits de harcèlement qui dégradent des conditions de travail ou qui dégradent l'état de santé. Pour revenir à mon sujet, on a le 1134-1 et cette méthodologie, elle est essentielle. Le salarié n'a qu'une chose à faire, c'est de présenter des éléments de fait qui laissent présumer, lorsqu'ils sont pris dans leur ensemble, et ça c'est important, le pris dans leur ensemble, ça c'est la jurisprudence qu'il rajoute, font présumer l'existence d'une discrimination. Et une fois qu'il a présenté ces éléments de fait, et présenter ça ne veut pas dire établir, ça veut dire présenter des faits, l'employeur il a une obligation. S'il veut se défendre face à une discrimination ou harcèlement, c'est soit de démontrer que les faits ne sont pas établis, ils n'existent pas, soit qu'ils sont objectivés par une décision de l'employeur sans lien avec une situation de discrimination. Donc de ce point de vue-là, on peut estimer qu'une fois que le salarié a présenté des éléments laissant présumer l'existence de discrimination, on inverserait la charge de la preuve. Non, il s'agit juste d'un allègement de la charge de la preuve, à condition de respecter cette méthodologie. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure M. Laoufi, que j'ai trouvé tout à fait pertinent par rapport à mon exercice professionnel, c'est que nous avons un arsenal juridique considérable à notre disposition. On a le L1134-1, on a le 145 du CPC, on a la prescription de 5 ans qui court uniquement à partir du dernier fait de discrimination, ce qui nous permet de ce qu'on appelle de faire glisser le point de départ de la prescription. On a le principe de la réparation intégrale du préjudice, en droit privé, parce qu'en droit public, je sais que tu as plus de soucis. On a un arsenal juridique considérable à notre disposition en tant qu'avocat. Et pourtant, sur les 5 dernières années, sur les 12 dossiers que j'ai eu à traiter et qui ont abouti à des décisions de justice, toutes pas encore définitives, j'ai seulement 10 décisions rendues par des juges départitulaires ou des juges professionnels. C'est-à-dire que je n'ai eu, sur les 10 décisions, aucune reconnaissance immédiate par un conseil des prud'hommes d'une situation de discrimination. À quoi ça tient, avec un tel arsenal juridique? Alors ça tient à deux choses, en sens. La première, c'est que on parle de dialogue social, au niveau du MEDEF, ils sont briefés. Les patrons, au niveau des conseils prud'homaux, sur ces sujets de discrimination, et particulièrement sur les sujets de discrimination syndicale, parce que ça touche leurs adhérents, soyons très clairs, on a un blocage. Et ça veut dire aussi que si on ne s'emporte pas de côté salarié, conseiller prud'homaux salarié, de la méthodologie, on va se faire avoir. Ils vont tout de suite nous emmener sur le point 3. Le point 3, c'est il n'y a pas de discrimination, ça vaut rien. Et parce que ça vaut rien, on déboute.
Mais si on prend la méthodologie, est-ce que le salarié établit des faits, enfin présente des faits, etc., on va obliger, quelque part, les conseillers prud'homaux, les juges, à accepter ce principe méthodologique, et finalement, il est assez logique. Et tant qu'on s'en empare pas, chacun d'entre nous, et même nous dans nos cabinets, je veux dire par là que lorsque des salariés viennent nous voir pour dire je suis discriminé, je suis harcelé, non, on va commencer par identifier la situation. Commençons par tracer un récit de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez, depuis quand, etc. Ce qui est parfois un exercice extrêmement difficile. Parce que l'identification par le salarié du moment où il a été discriminé, où la discrimination a commencé, où les faits qui laissent présumer cette discrimination ont commencé, est un exercice parfois difficile. Donc, identification de faits, établis ou non, et on verra de ce point de vue-là que la preuve, alors je parle plus de cette fois-ci de la charge de la preuve, mais du contenu de la preuve. On a un boulevard là aussi qui nous est donné par la Cour de cassation, un petit peu moins que d'habitude par un Conseil d'État. À la fois en utilisant cette méthodologie et le contenu des preuves que l'on est amené à présenter aux juges est un exercice qui nous permet d'obtenir des résultats, mais à condition de rentrer dans cette logique. Juste avant de laisser Julien, est-ce qu'on n'a pas quelque part, de la part des conseillers prud'homaux employeurs, une interprétation de l'allègement de la charge de la preuve envers le salarié qui cherche à démontrer ou à amener des éléments laissant supposer une discrimination, un refus de cet allègement. Bien des fois, j'ai eu à voir en délibéré, et je sais qu'on ne doit pas trahir le secret du délibéré, mais des employeurs qui considèrent que dans la charge de la preuve, le mot allègement n'existe pas. En fait, la notion d'allègement peut aboutir à ce qu'un employeur soit condamné alors qu'il n'a pas discriminé. Tout simplement parce qu'il ne rapporte pas la preuve des éléments objectifs extérieurs à la discrimination. Et donc, ça, dans les esprits, c'est quelque chose de difficilement admissible. Mais si on leur explique que c'est la condition sine qua non d'une protection liée à une situation particulière, une liberté publique fondamentale qui est violée, encore une fois, on travaille sur la culture. On travaille sur la culture d'entreprise, on travaille sur le dialogue social, on travaille aussi sur notre propre culture pour admettre que c'est le seul moyen, d'un moment donné, de protéger. Mais effectivement, le principal réflexe des employeurs, mais quand on rencontre des employeurs dans des colloques, etc., je peux être condamné pour harcèlement, pour discrimination, alors que je n'ai pas discriminé, je n'ai pas harcelé. Parce que je n'ai pas pu rapporter la preuve contraire. Donc effectivement, ça peut être un frein dans l'esprit des juges. Puisque, Michel, tu m'as interpellé d'une certaine manière, effectivement, ton constat est réel. Effectivement, c'est très difficile, lorsqu'on a des dossiers de discrimination syndicale, de pouvoir les faire aboutir positivement, favorablement pour le salarié. C'est vrai qu'en tant que conseiller prud'homme, il faut rappeler que nous, on est complètement dépendant du rôle de l'avocat et du rôle du défenseur syndical. C'est-à-dire qu'on a de temps en temps des acteurs, que je viens de dire, qui vont au conseil des prud'hommes, qui viennent avec des dossiers quand même des fois un peu faibles. C'est-à-dire que les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination prévue par l'article 1134-1 sont assez légers. Et ensuite, nous, on se trouve coincés par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas faire, effectivement, on n'est pas là pour, disons, faire le travail à la place de l'avocat et du défenseur. On n'est pas là pour nous, on est obligé de partir sur les éléments de fait qui nous sont mis devant la table, et non pas des éléments que nous, on pense qui sont ailleurs et qui ne sont pas abordés. Par contre, effectivement, on se trouve confronté, même quand il y a des dossiers qui sont bien bâtis, au conflit des logiques. C'est-à-dire, bon, pour la CFDT, vous connaissez bien le conflit des logiques, le concept qui a été inventé par Jean-Paul Mercier. C'est vrai que quand on parle là-dessus, on se dit, tiens, on sent une crispation de la part des employeurs. C'est un terrain qu'ils n'aiment pas trop. Et donc, effectivement, il faut qu'on ait au départ, de la part du défenseur prud'homal ou de l'avocat, un dossier qui soit bien construit, bien travaillé, avec un certain nombre d'éléments très forts, d'écrits, de documents, de différentes pièces qui nous soient mises en avant pour que nous, on puisse effectivement avoir un rapport de force dans le cadre du délibéré avec les employeurs. Et en tout cas, pour éviter que dans le cas d'un délibéré, les employeurs nous disent, oh bah là, il
On ne discute pas, de toute façon, il n'y a aucun élément. Tout ça n'a rien à voir, les éléments mis en avant par le salarié n'ont rien à voir avec effectivement ce qu'a voulu dire l'employeur. Voilà. Et on n'a pas de discussion. Par contre, si on a un dossier solide, on peut discuter. Et ça permet quand même de temps en temps de pouvoir avancer et éviter un départage, ce qui est rare effectivement sur ces questions-là. Ensuite, pour terminer, Jean-Luc, c'est vrai aussi, je parlais du rôle du demandeur de l'avocat, du défenseur. Nous, on peut être aussi acteur en tant que conseiller prud'homme. C'est évident qu'on a un rôle à jouer. Et de temps en temps, moi je m'en aperçois, on en a parlé tout à l'heure, on a quand même des tas de possibilités, des tas de mesures d'instruction qu'on peut effectivement, dans le cadre d'un dossier de discrimination syndicale, utiliser. On ne les utilise pas pour différentes raisons. C'est vrai qu'une nouvelle fois, l'utilisation se trouve confrontée avec le conflit avec les employeurs, avec la logique de certains employeurs qui ne veulent pas aller là-dedans, bien sûr, on a ça, mais aussi de temps en temps, parce que le demandeur ou l'avocat ne demande pas. C'est-à-dire que c'est aussi aux défenseurs prud'homaux et aux avocats de savoir qu'il y a cette arme-là, et que si vous le demandez, c'est plus facile ensuite pour nous à le défendre dans le cas de délibéré. Je pense qu'il y a plein de conseillers prud'hommes de la salle et ils ont dû être confrontés à cette situation sur des dossiers, bon, alors pas forcément de discrimination syndicale, mais sur des dossiers comme le harcèlement moral ou sexuel, dont on a beaucoup en ce moment au niveau du conseil de prud'hommes. C'est vrai que, pour terminer sur ces questions de mesures, d'instruction, moi j'ai démarré au conseil de prud'homme il y a très longtemps. J'ordonnais des enquêtes à la barre, des mesures sur place dans les entreprises. J'en avais 3-4 dans l'année. Aujourd'hui, il y en a peut-être 2 ou 3 dans le conseil de prud'homme dans l'année. Voilà. Et quand je voudrais parler 3 ou 4, c'était en tant que personne dans ma section. Voilà. Alors, oui, juste avant, s'il vous plaît. Michel et toi évoqué en fait tout un arsenal juridique et procédural qui permet d'aller dans le sens de la victime, c'est-à-dire du salarié, pour faire valoir ses droits. On dit toujours que quand on n'arrive pas à faire valoir ses droits, c'est comme si nous n'avions pas de droits. Mais ça, c'est un aspect qui a été développé principalement sur le secteur privé, dans une justice prud'homale, une justice civile. Est-ce qu'il existe un arsenal juridique équivalent en matière de droit public, par exemple? Mais je vais laisser peut-être monsieur. Alors, je suis assez critique, effectivement. Je fais part assez régulièrement de mes critiques à Michel au niveau des juridictions administratives. Il est vrai qu'il y a quelque chose qui est très surprenant en matière de discrimination devant les juridictions administratives, de charge de la preuve. Michel et différents intervenants ont évoqué le texte de base, article 1134-1 du Code du travail, sur l'aménagement de la charge de la preuve. De façon très étonnante, alors que vous avez un Code de la fonction publique qui est entré en vigueur en mars 2022, vous n'avez pas de texte qui prévoit cet aménagement de la charge de la preuve. En revanche, cet aménagement de la charge de la preuve, il a été consacré en fait par le Conseil d'État, équivalent de la Cour de cassation en matière administrative, avec un considérant, avec un paragraphe exposant les règles de charge de la preuve, qui est très que je trouve très intéressant, faisant référence d'une part au droit européen, parce que c'est quand même à partir de textes européens que le droit français, le Code du travail a évolué, et faisant également référence à des principes constitutionnels, le principe des droits de la défense, le principe de l'égalité. Et le Conseil d'État, dans cet arrêt de principe qui a été rendu par son Assemblée en 2009, il vient dire, noir sur blanc, dans les dossiers de discrimination, la charge de la preuve, elle est difficile. Elle est difficile et les principes, au regard de l'importance des principes à valeur constitutionnelle, des droits de la défense, de l'égalité, on doit l'aménager. Et on retrouve en fait le même aménagement qui a été évoqué il y a quelques instants,
qui est codifié dans le Code du travail à l'article 1134-1. C'est-à-dire que même en matière effectivement de dossier de discrimination devant les juridictions administratives, le préalable, c'est que le requérant, il doit établir la matérialité de fait. Matérialité de fait qui doivent conduire le juge à considérer qu'il y a des éléments qui laissent présumer une situation de harcèlement moral, et ça va être à l'administration de considérer que tel n'est pas le cas et que la situation relève d'éléments objectifs. J'ajouterais également que vous avez une spécificité par rapport aux juridictions administratives. Et là, je rebondis à ce que vous venez d'indiquer en matière prud'homale sur les mesures d'instruction. Mesures d'instruction qui peuvent, doivent, moi-même on devrait le faire plus souvent effectivement, mesures d'instruction devant le bureau de conciliation et d'orientation, on peut demander différentes mesures d'instruction, enquête, etc. En matière administrative, c'est une procédure qui est quand même un peu particulière. C'est-à-dire que le procès n'est pas seulement la chose des parties. C'est-à-dire que c'est pas uniquement à moi, demandeur, de fournir au juge tous les éléments à l'appui de mes demandes et au défendeur de défendre pour conclure au rejet de mes demandes ou de ma requête. Le juge, il a un pouvoir d'instruction d'office. On dit qu'une procédure au tribunal administratif, elle est inquisitoire. Inquisitoire, ça veut dire que le juge, quels que soient les arguments, les pièces, les documents produits par les parties, si lui s'estime pas suffisamment éclairé, ne pas avoir suffisamment au dossier d'éléments pour trancher, notamment en matière de discrimination, mais c'est vrai aussi en matière de harcèlement, il a un pouvoir d'office pour obliger les parties, et notamment l'administration, si elle est réticente, à produire tel ou tel document. Ça me fait penser à un exemple assez récent en matière d'inspection du travail, justement, où c'était un inspecteur du travail qui considérait qu'il a été victime d'une discrimination par rapport à un avancement à un grade de directeur adjoint. Il a fait produire au niveau des juridictions administratives à Paris des éléments de comparaison par rapport à des inspecteurs qui ont été nommés et titularisé à la même époque que lui, et il a comparé l'évolution de carrière par rapport à d'autres collègues, ce qui était contesté en défense par le ministère. La Cour administrative d'appel de Paris a dit écoutez, il y a des éléments contradictoires, moi je n'ai pas suffisamment d'éléments pour trancher, donc j'impose au ministre, dans un délai de 2 mois, de me communiquer toute une série de documents. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est le juge d'office qui a pris ce qu'on appelle un jugement avant dire droit, voilà, un premier jugement, première étape de procédure, et qui impose à l'administration de fournir des documents complémentaires. Et si l'administration ne le fait pas, à mon sens, eh bien, il sera fait droit à la demande du requérant. Donc voilà, c'est vrai qu'en matière administrative, on n'a pas ce texte, 1134-1, mais on a des principes forts qui sont consacrés par le Conseil d'État. Et puis vous avez ce pouvoir un peu particulier, effectivement, de la juridiction administrative qui, d'office, peut imposer à telle ou telle partie, dans tel délai, de produire des pièces complémentaires. Dernière observation, peut-être en matière pénale. Là, quand même, en matière pénale, la charge de la preuve, c'est au demandeur. Donc, je sais que, moi, avocat, on y va toujours un petit peu avec des pincettes et vraiment avec un dossier vraiment très étayé. Et voilà. Toute dernière observation par rapport à ce que Michel disait et que je partage totalement ton observation. La base des dossiers de discrimination, c'est la chronologie. C'est la chronologie. C'est vrai aussi dans les dossiers de harcèlement, mais la base, c'est qu'il faut il faut établir une chronologie des faits. La jurisprudence, d'ailleurs, le reconnaît, la chronologie des faits, que ce soit d'ailleurs Cour de casse ou Conseil d'État ou juridiction administrative, la chronologie des faits par rapport aux problèmes d'évolution de carrière et des débuts d'activité syndicale, ce sont des éléments qui sont de preuve, qui sont à prendre en considération. Voilà les observations. Je crois qu'il y avait d'autres intervenants. Oui, non, juste pour compléter
déjà, par définition, celui qui détient les éléments de discrimination, c'est l'employeur. Là, par définition. Le principe d'aménagement de la charge de la preuve, c'est vrai que c'est une création européenne. Ça vient des textes européens, et puis ça vient aussi d'une constatation du manque, à l'époque, du manque de sanctions judiciaires en matière de discrimination. Donc on a intégré dans une directive, dans les directives européennes qui ont été transposées en France en 2000, on a intégré le principe d'aménagement de la charge de la preuve. Or, comme vous le dites, il n'est pas applicable devant les juridictions pénales, parce que devant les juridictions pénales, il y a la présomption d'innocence. Donc c'est à la personne qui poursuit de rapporter l'intentionnalité en plus, de rapporter l'intentionnalité comme quoi on a eu l'intention de me discriminer. Donc en matière civile et en matière administrative, je rappelle qu'en matière administrative, le Conseil d'État est toujours un petit peu à la traîne quand même. Mais en 2009, parce qu'il y avait des observations de la HALD d'ailleurs dans ce dossier, c'était aussi une question de discrimination syndicale, puisqu'il s'agissait de l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature qui se plaignait de ne pas avoir une promotion. Et le Conseil d'État, dans sa grandeur, donc, reconnaît le principe d'aménagement de la charge de la preuve, mais déboute, ne donne pas satisfaction donc à la plaignante. Le principe d'aménagement de la charge de la preuve, ça veut dire effectivement que chaque personne qui s'estime victime de discrimination doit présenter des éléments de fait. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais c'est quoi des éléments de fait? Les éléments de fait, c'est une chronologie, effectivement. Ce sont des attestations, ce sont des SMS, ce sont des rapports d'évaluation, ce sont des bulletins de salaire, etc. Et nous-mêmes, en tant que défenseurs des droits, on a été un petit peu créés pour ça, pour aider les personnes à constituer cet aménagement de la charge de la preuve, c'est-à-dire à constituer finalement un faisceau d'indices. Et avec nos pouvoirs d'enquête, puisque nous avons des pouvoirs d'enquête, nous avons la possibilité de demander à tout employeur de nous communiquer tous les documents, bulletins de salaire, contrat de travail, rapport d'évaluation, etc., sans qu'on nous oppose un quelconque secret. Et si on ne nous le fait pas, enfin, si on ne communique pas ces documents, on peut déclencher un délit d'entrave. Et on a aussi la possibilité de faire des auditions, de faire des vérifications sur place, de faire des testings. Donc tout ça, ce sont des moyens d'enquête qui nous permettent finalement de consolider le faisceau d'indices. Mais à la base, la personne qui s'estime victime de discrimination, et souvent c'est ce que l'on dit aux délégués syndicaux, constituez un petit peu votre dossier aussi. Faites un droit d'alerte en interne, faites un 145 du NCPC, faites aussi devant le Conseil de prud'homme, enfin devant le bureau de jugement du Conseil de prud'homme, qui leur donne la communication de pièces. Comme ça, on a déjà une base solide de dossier que nous, on va compléter et que devant le Conseil de prud'homme, on va présenter donc ce faisceau d'indices qui va obliger effectivement, puisqu'on transfère la charge de la preuve, il faut le dire quand même, on va obliger l'employeur à justifier par des éléments objectifs que sa décision est étrangère de discrimination. C'est une logique implacable, sauf que les avocats employeurs ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître cette logique. Alors, dans ce domaine-là, quel est le rôle de l'inspection du travail, la DRET? Alors, l'inspection du travail, puisque la DRET, c'est un peu plus large. Alors, son inspection du travail. Déjà, pour redire quelque chose qui, ce matin, m'a fait un peu titiller. L'inspecteur du travail est un fonctionnaire, mais il est couvert par une convention internationale qui lui donne, qui exige qu'on lui donne tous les moyens pour pouvoir exercer sa fonction de contrôle, et qui lui donne l'opportunité, alors ça généralement ça fait bondir les procureurs, mais qui lui donne l'opportunité d'aller dans l'entreprise qu'il désire, qu'il souhaite, et qui lui donne l'opportunité des poursuites à donner. C'est-à-dire qu'un inspecteur du travail est juge de savoir ce qu'il doit faire, donc c'est PV, etc. etc. Donc, quand je dis titiller, c'est sur la question de la confiance, c'est-à-dire qu'un inspecteur du travail, ne serait-ce déjà par la Convention 4.1, a l'obligation de ne pas donner ses sources. Un salarié qui vient voir un inspecteur du travail, l'inspecteur du travail a l'obligation de ne pas donner son nom, sauf si le salarié est d'accord et on fait la demande auprès de l'employeur. Donc,
voilà, il faut vraiment... Donc voilà, mais je défends ma profession. Moi, j'étais inspecteur du travail pendant plusieurs années, donc je défends aussi ce que j'ai pu faire. Ceci dit, l'inspecteur du travail a l'intérêt de venir le voir dans certaines situations, puisqu'on a quand même quelques limites dans nos interventions. Hein, on n'est pas les messies. Premièrement, l'intérêt de l'inspecteur du travail, c'est qu'il a accès à l'entreprise. Il a le droit de demander tous les documents qu'il souhaite. Quand il a l'objet de l'investigation, il est en droit de demander, démontrer que moi, donnez-moi les éléments, etc. Donc il a vraiment accès à tous les éléments, et si l'employeur ne veut pas le faire, c'est un obstacle, c'est un délit. Donc on a vraiment une marge d'investigation dans les entreprises qui est assez intéressante. Donc en matière de discrimination, ça permet d'aller voir tous les dossiers, de regarder si telle sanction elle a été appliquée à d'autres personnes avec les mêmes faits, si la proportion, s'il y a une proportion entre la sanction et les faits, et si elle a été jugée de la même façon par l'employeur dans d'autres cas, etc. Donc on a vraiment un point d'investigation important. Avec un bémol, c'est que si en tant que délégué syndical, vous venez voir un inspecteur du travail et que vous lui dites « moi j'estime que je suis sujet de discrimination de mon employeur », il nous faut des pistes. Il nous faut un début d'élément, parce que autrement, on peut y passer 10 ans dans les entreprises. Vous imaginez tous les contrôles qu'on est obligé de faire et de temps en temps rencontrer des gens, faire aussi quelquefois du contradictoire quand cela est absolument indispensable. Donc il faut que le début de dossier, ce que moi j'appelle un peu le précontentieux, c'est-à-dire commencer à tout noter, etc., et à avoir les mails, garder aussi les messages vocaux. Parce que là, pour le coup, on peut pas opposer à l'employeur qu'il n'était pas d'accord, puisqu'à partir du moment où il a laissé un message, c'est qu'il est d'accord pour qu'on utilise ce qu'il a expliqué. Donc, en fait, n'hésitez pas à utiliser ça et vraiment de tout tracer. Et après, l'inspecteur du travail peut vous dire, mais en fonction de votre dossier, allez plutôt en civil. Parce que l'inspecteur du travail, lui, il intervient en pénal. Il n'intervient pas en civil. Et que quand on intervient en pénal, c'est-à-dire que si on décide de mettre ce qu'on appelle dresser un procès verbal, on a regardé l'élément légal, on a l'arsenal qui est là, donc on n'a pas de sujet, 2, l'élément matériel, donc là c'est les constats, l'investigation, tous les éléments que vous avez pu apporter, et puis on les vérifie, etc. Et on les met à plat, et l'élément intentionnel. Et l'élément intentionnel, c'est le plus difficile à démontrer, et la plupart des enquêtes de l'inspection du travail font un peu plof, parce qu'on n'a pas réussi à démontrer l'élément intentionnel. L'intime conviction de l'inspecteur du travail, elle n'est pas suffisante. Quand il y a un PV, ce qui est intéressant, c'est que c'est un PV qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, donc clairement, il y a un poids important, et c'est à la partie adverse, donc à l'employeur, de démontrer qu'on a utilisé des documents qui n'étaient pas bons, mais c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas autant de procès verbal que ça, pour la bonne et simple raison que l'élément intentionnel est très compliqué à démontrer, et surtout quand il y a PV, s'il devait y avoir procès verbal, il faut qu'il y ait constitution de partie civile, parce que souvent, ce sont des PV qui sont classés sans suite. Voilà. Et ça, c'est important de le dire. L'expérience montre, je pense que tous les conseillers prud'hommes qui sont dans la salle l'ont vécu, qu'un dossier prud'homal dans lequel il y a eu une intervention d'un inspecteur du travail est beaucoup plus facile à emporter pour le salarié, parce que, comme vous le dites, ça représente malgré tout un poids très très important. Vous êtes plusieurs à avoir fait allusion à la multiplicité des moyens de preuve et en fait des outils qui étaient à disposition du salarié pour essayer d'apporter des éléments qui tentent à démontrer une discrimination. Quelles sont les limites de ces preuves-là? En fait, je pense à un exemple précis, mais vous en évoquerez peut-être d'autres. Je pense au témoignage d'anonyme, par exemple. Le droit de la preuve a énormément évolué. La Cour de cassation nous donne un boulevard aujourd'hui. Grosso modo, même une preuve illicite peut, le cas échéant, émerger dans un procès civil dorénavant. Dès lors qu'il est indispensable à la manifestation d'une vérité et qu'on ne peut pas prouver autrement que par la production de cette preuve-là. Alors, je vais revenir un petit peu sur la façon dont la Cour de cassation a évolué par rapport à ça, parce que c'est intéressant. Parce que, au départ, cet aménagement l'utilisation d'une preuve illicite a été un outil qui a été utilisé pour permettre aux employeurs de faire leurs enquêtes
obligatoire depuis un arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2019 de mémoire, qui oblige l'employeur en cas de dénonciation d'un fait de harcèlement, mais ça vaudrait également en matière de discrimination, il est obligé de faire une enquête. Donc l'enquête interne RH classique, et je ne parle pas de cette fois-ci d'une enquête paritaire dans le cadre du droit d'alerte avec les IRP, etc. Donc dans le cadre de cette enquête, les employeurs se sont mis à recueillir fatalement des éléments de preuve, des éléments de récit, des attestations, des témoignages qu'ils ont souhaité pouvoir laisser anonymiser d'une certaine façon jusqu'à un certain point. Et la Cour de cassation a validé, depuis à peu près 2 ans, c'est une décision assez régulière, le fait qu'un employeur puisse s'appuyer sur des enquêtes anonymisées, ce qui est extrêmement dangereux pour nous, puisque le principe de la contradiction, de la discussion de la pièce au stade de l'enquête n'est pas aisé. Et la Cour de cassation l'a admis en considérant que ce mode de preuve pouvait être utilisé devant le juge à condition qu'il corresponde à une enquête impartiale et susceptible d'être discutée au contradictoire. Donc, autrement dit, l'enquête anonyme ne l'est plus devant la juridiction, puisqu'à ce moment-là, elle doit permettre la contradiction. Mais inversement, ce qui est possible pour les employeurs est également possible pour les salariés. C'est-à-dire que les modes de preuve anonymisés sont également des modes de preuve qui sont susceptibles d'être mis en place dès lors qu'ils peuvent être valablement discutés devant une juridiction. Et ça, les avocats travaillistes l'ont pas vu tout de suite. On l'a pas compris tout de suite. Et il a fallu d'autres arrêts, et notamment un très récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui refuse de condamner un délégué syndical qui, à l'occasion d'un entretien préalable, enregistre la conversation et la soumet au juge prud'homal dans le cas d'un litige. Preuve illicite. J'enregistre alors que celui que j'enregistre n'est pas au courant que j'enregistre et n'a pas donné son accord. Mais la chambre criminelle dit circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas délit. Et cette preuve est recevable devant le juge civil à partir du moment où elle est le seul moyen de démontrer le fait que je veux démontrer. En fait, la Cour de cassation s'appuie sur un schéma tout simple, sur une logique toute simple, c'est que l'accès au droit est une liberté fondamentale, et le droit à la preuve fait partie de l'accès au droit. Ce que je veux dire par là, c'est que ne soyez pas tentés de faire n'importe quoi. Si vous enregistrez, mais avant de divulguer, vous en parlez à l'avocat, qui jugera de la proportionnalité, du fait que l'utilisation de cet élément de preuve est proportionnelle à l'objectif poursuivi, et qu'on n'avait pas d'autre moyen de prouver que celui-ci. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a d'énormes possibilités d'utiliser des moyens de preuve par ailleurs illicites, car il reste des moyens de preuve illicites. Un autre élément, et là je renvoie à quelque chose que j'entends régulièrement au Conseil des preuves quand je plaide, nul ne peut se faire de preuve à soi-même. Ça n'existe pas. Quand je trace un récit, que j'adresse ce récit à mon employeur, dans ce récit je trace des situations que j'estime être des situations de harcèlement ou de discrimination, et que mon employeur n'y répond pas, j'ai tracé quoi? J'ai tracé un fait juridique, et non pas un acte juridique, un fait juridique. Et la preuve des faits juridiques est libre en droit. Et un juge peut parfaitement, et la Cour de cassation le rappelle régulièrement, le juge peut prendre en considération le fait que j'ai tracé quelque chose auquel l'employeur n'a pas répondu, comme étant un élément de preuve parmi ce faisceau d'indices que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, c'est ça que ce que j'ai du mal parfois à saisir, c'est que on trace trop tard dans nos dossiers de discrimination. On trace beaucoup trop tard. On a une réticence à tracer. Alors, peur de la répression, peur de ceci, peur de ça. Mais à un moment donné, tracer par soi-même ou par un tiers, l'organisation syndicale qui porte le dossier, a le mérite de tracer un récit qui va constituer ce début de faisceau d'indices qui, s'il n'y a pas de réponse de l'employeur utile, etc., pourra, le cas échéant, constituer la reconnaissance de cette discrimination. Vous avez évoqué tout à l'heure le poids à la fois de l'intervention de vos services, le poids aussi de l'intervention de vos services. Qu'est-ce qui se passe lorsque les preuves existent d'une discrimination syndicale, mais que ces preuves ne sont pas à disposition du salarié, qu'elles sont exclusivement en possession de l'employeur? Est-ce que l'inspecteur du travail, est-ce que vos services
ont les moyens de faire en sorte que ces preuves émergent. Je vais commencer, je vous donnerai après. En fait, dans le cadre d'un contrôle, ces preuves, on peut les constater. Après, nous, notre souci, c'est de savoir si on peut aller jusqu'à la procédure pénale, puisque là, pour le coup, la personne qui est à l'origine de la plainte, à partir du moment où elle est concernée, même se constitue partie civile, elle a accès au dossier et donc elle peut bénéficier de tous les éléments que l'on donne. Comme je le disais tout à l'heure, l'élément intentionnel étant compliqué, la plupart du temps, ça n'aboutit pas. Et ça aboutit à un courrier à l'employeur, ou une menace, souvent, d'un certain nombre de choses, et on refait bien la radiographie de tout ce qu'on a constaté. Le souci que nous avons, c'est que dans le cadre des relations administration-usager, les lettres d'observation, à partir du moment où elles font préjudice à l'employeur, ne peuvent pas être communiquées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner l'ensemble de nos constats si on n'est pas dans une procédure pénale. Enfin, il n'y a pas accès, en fait. Et donc, là, on dit aux salariés qu'on y est allé, on peut dire qu'on a fait un rappel à la loi, mais on ne peut pas nécessairement aller beaucoup plus loin, puisqu'on est attaquable du fait qu'on a des avis d'ACADA qui sont en la matière. C'est pour ça qu'il y a une convention entre les défenseurs des droits et la DGT, et donc de l'inspection du travail, puisqu'on peut communiquer nos constats aux défenseurs des droits, puisqu'on est soumis au secret professionnel l'un et l'autre, et que vous pouvez utiliser d'une autre façon les constats que l'on peut faire. Mais c'est le seul biais que nous avons. Mais on ne peut pas, on est soumis aussi à l'obligation de discrétion professionnelle, et donc pour le coup, on commettrait une faute administrative, en fait, de le faire. Sur l'instruction du défenseur des droits, pour être clair, lorsqu'on est saisi par une personne et qu'on va ouvrir une enquête, donc une instruction, qu'on va utiliser nos pouvoirs d'enquête, tout ce qu'on va recueillir, que ce soit des documents, des bulletins de salaire, etc., ou les PV d'audition que nous allons faire, les PV de vérification sur place, en cours d'instruction, ne sont pas communiqués. Il nous est interdit de communiquer par le secret d'instruction, donc à la personne qui nous a saisis, ou à son avocat ou son avocate. Donc on ne communique pas. On va communiquer par contre à l'issue de l'enquête. Donc à l'issue de l'enquête, qui est une enquête contradictoire, puisqu'on aura bien évidemment fait une analyse juridique, on aura porté à la connaissance de l'employeur un pré-rapport, un petit peu comme la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, avec les pièces nécessaires à notre raisonnement. Et donc on va communiquer cela et on va nous répondre. À partir de là, donc il y a une communication et donc il y a eu un contradictoire. Et si il y a une procédure judiciaire devant un conseil de prud'homme, la loi nous autorise à présenter des observations. Et dans ce cadre-là, alors c'est un petit peu compliqué pour le défenseur des droits parce qu'on nous prend souvent comme étant l'avocat de la personne qui nous a saisi. On a souvent les avocats employeurs qui nous disent « rupture de l'égalité des armes, je suis tout seul, ils sont deux ». Ah non, le défenseur des droits, il a été qualifié par une formule très, très fleurie de la Cour de cassation. On est amicus curiae, nous sommes amis de la Cour. C'est-à-dire que nous allons présenter des observations devant les juridictions, toutes juridictions, même européennes, et nous allons expliquer l'enquête et notre analyse juridique, et ensuite, libre à vous de prendre la décision. On n'interfère pas, même si de temps en temps on dit qu'il faut reconnaître qu'il y a discrimination, mais on n'interfère pas, et donc la décision appartient à la juridiction, même si dans 80% des cas, les juridictions suivent le défenseur des droits. Ça veut dire donc qu'on va communiquer à partir du moment où il y aura un contentieux. S'il n'y a pas de contentieux, on ne va pas communiquer les documents qu'on aura reçus, mais on fera un petit peu de la soft law, on fera une demande, une recommandation de réparation du préjudice. On demandera à ce que le préjudice soit réparé. Mais généralement, les personnes qui viennent nous voir pour discrimination, notamment discrimination syndicale, elles se sont déjà inscrites dans une logique de contentieux. Alors, je vois que le temps tourne et que l'heure du repas arrive. Je voudrais quand même laisser la parole à certains intervenants dans la salle. Je voudrais juste poser une dernière question. En matière de droit public, donc effectivement, les choses sont beaucoup plus spécifiques. Il
il y a, entre autres, pour les fonctionnaires, mais aussi pour les territoriaux, il y a le centre de gestion de la fonction publique territoriale départementale, qui a un rôle très très important à jouer. Est-ce qu'il y a... il y a aussi la commission d'accès aux documents administratifs, qui est quand même quelque chose qui n'existe pas en droit privé. Est-ce que tu peux intervenir là-dessus, s'il te plaît? Oui. Alors, en droit de la preuve, sur une petite précision qui n'est pas inintéressante en matière administrative, le Conseil d'État s'aligne aussi sur les témoignages anonymes dans un arrêt du mois d'avril dernier, très récent. Ouais. Alors, c'était une procédure disciplinaire, donc c'était Pôle emploi en fait qui produisait des témoignages anonymes. L'idée, effectivement, c'est de dire ces témoignages, ils ne sont recevables que si c'est le seul moyen de preuve pouvant être utilisé. Et ce qui a été retoqué par le Conseil d'État, c'est que Pôle emploi produisait des témoignages anonymes, mais produisait également une synthèse faite par le service RH qui était également anonyme. Le Conseil d'État a dit il n'y a pas de raison que cette synthèse ne mentionne pas le nom de son auteur. Voilà. Donc, les faits auraient pu être prouvés d'une autre façon. Donc, la production des témoignages anonymes n'est pas le seul moyen pouvant établir la faute reprochée, donc preuve illicite. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, sur le rôle du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Alors, son rôle, c'est un établissement public. Son rôle premier, c'était pas d'intervenir en matière de harcèlement ou de discrimination. C'était plus un rôle en termes de formation des agents, en termes secrétariat du conseil médical, organisation de concours. Néanmoins, effectivement, et ça c'est quelque chose que d'ailleurs moi-même j'utilise, j'ai pas forcément comme premier réflexe à faire, mais qui est à développer, c'est qu'il y a une loi en fait de 2019 et avec un décret d'application de 2020 qui crée une procédure de signalement auprès du centre de gestion pour dénoncer les faits notamment de discrimination auprès d'un référent qui va donc être amené à entendre la personne, à la diriger vers des services spécialisés, ça peut être médecine de prévention, psychologue, etc. Donc ça permet également de détailler un dossier, et puis qui va entrer en contact avec l'administration et la collectivité. Donc ce procédé, il existe et il doit être connu. Normalement, les administrations, les collectivités ont l'obligation d'ailleurs de porter à la connaissance de tous les agents le dispositif existant et la façon de s'y adresser. En pratique, la difficulté, c'est qu'il faut qu'il y ait passé une convention entre les communes et le centre de gestion. Et là, ça pose... moi, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, où un agent dénonçait une situation de discrimination auprès du centre de gestion, qui a répondu on ne peut pas intervenir parce qu'il n'y a pas de convention avec la commune. Donc je vous renvoie au maire, qui était l'auteur de la discrimination. Mais je dirais, peu importe, après il y a des moyens, il y a le cas échéant des moyens de procédure, mais ce dispositif il existe. Et dans des administrations, dans des collectivités importantes, il y a forcément des conventions de passer avec, et ce dispositif permet effectivement de détailler, de construire un dossier. Ça a du poids. Je pose la question parce que, par exemple, en matière disciplinaire, le conseil de discipline des centres de gestion ne propose qu'un avis et qui n'est pas contraignant. Je suis d'accord avec toi, mais si on revient sur la règle de la charge de la preuve et de produire auprès de la juridiction un faisceau d'indices. Ce faisceau d'indices, on le constitue par tous les moyens qui sont à disposition, chronologie, courriel, SMS, etc. Mais un signalement, un référent discrimination auprès d'un centre de gestion qui va lui-même entendre la personne dirigée vers un médecin qui peut établir des certificats, tout ça permet de d'étayer ce faisceau d'indices. Donc pour moi, c'est un dispositif important. Dernière observation sur la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs. C'est
une commission qui est intéressante, un dispositif qui est intéressant à utiliser dans certains domaines. J'avoue qu'en matière de discrimination ou de harcèlement, d'ailleurs, c'est pas forcément la voie de la démarche procédurale que j'utilise en premier. La commission d'accès aux documents administratifs, elle donne simplement un avis sur le caractère communicable des documents. Sur des rapports d'enquête, il y a le respect de la vie privée, et les rapports d'enquête qui peuvent être communiqués peuvent être, en fait, on peut cacher tout ce qui concerne le comportement de telle ou telle personne. Ce qui est simplement communicable, c'est quand il y a un dysfonctionnement finalement dans l'organisation de l'administration. Et ça, ce qui a été établi et qui résulte du rapport d'enquête, c'est communicable. Mais le comportement, enfin ce qui a pu être relevé à l'égard de telle ou telle personne dénommée, c'est flou. En gros, c'est caché. Et au surplus, comme je disais, la commission d'accès aux documents administratifs, elle donne un avis sur le caractère communicable. Si l'administration ne communique pas le document, derrière, en fait, il faut engager une procédure devant le tribunal administratif qui va durer des mois ou des années. Donc, en fait, je préfère, moi, utiliser le pouvoir d'instruction du juge, en lui rappelant au juge administratif qu'il a un pouvoir d'instruction, qu'il a le pouvoir de demander des documents à l'administration, que moi, j'établis que ces éléments-là, avec mon faisceau d'indices, ils sont importants. Et j'essaye de pousser le juge à solliciter la communication de ces documents. Je préfère utiliser ce procédé-là plutôt que la CADA qui peut... je peux avoir un avis, mais derrière, je peux ne pas avoir les documents et qui va me contraindre à faire une procédure longue. Bien, je vous remercie. Alors, c'est extrêmement frustrant parce que il est évident qu'on a encore de longues interventions à faire sur le sujet de la preuve en matière de discrimination. Et ce que j'espère, c'est que dans les deux autres tables rondes qui auront lieu cet après-midi, je n'espère pas, j'en suis certain, il y aura matière à revenir sur la preuve, parce que finalement, dans un problème de harcèlement comme dans n'importe quel problème lié au monde du travail, la question de la preuve est la question essentielle. Très rapidement, sur des conseils méthodaux. En matière de discrimination, il y a une discrimination qui est plus facile à établir que d'autres. Je trouve que c'est la discrimination liée au parcours professionnel et aux rémunérations. Grâce à la méthode de triangulation, de Clerc, etc., qui nous permet de faire des comparatifs avec des bulletins de salaire de camarades, etc. Mais là, il ne faut pas se tromper. Oui. L'utilisation du 145 du CPC est meilleure que l'utilisation du BCO. Parce que l'article 145 du Code de procédure civile, c'est un article qui permet pour des raisons de prévention, de conservation des modes de preuve, qui permet de saisir le juge des référés sans qu'on puisse vous opposer le fait que vous ne faites pas la preuve, ce qu'on appelle l'article 146, qui est son pendant. Avant tout procès. Or, le référé, c'est pas un procès. Le référé préventif, c'est un référé qui permet de se ménager des modes de preuve dans la perspective d'un procès. Donc, privilégier le 145 en référé devant le CPH plutôt que la saisine du BCO, parce que dans le cadre de la saisine du BCO, vous êtes déjà au fond. Et là, le risque, c'est qu'on vous oppose le 146, c'est vous demandez au juge de faire la preuve à votre place alors que c'est à vous de la faire. Alors qu'en matière de discrimination, ça ne marche pas. Mais le risque d'utilisation de cet article existe. Donc, dans cette matière, c'est privilégier ça. Deuxième observation, un arrêt de la Cour de cassation très intéressant du 14 décembre 2022 en matière de discrimination à l'embauche qui valide le testing. Le testing, là, en fonction de la race, de la connotation des noms et prénoms extra-européens ou européens des gens qui sont embauchés. Donc on fait une comparaison entre ceux qui sont en CDI, en CDD, en intérim. On s'aperçoit que les extra-européens sont moins bien lotis que les Européens sur un CDI, voire même sur certains CDD. La Cour de cassation a validé le fait que les testings soient possibles pour établir une discrimination, ce qui est quand même une nouveauté. Ce qui me permet de renvoyer au questionnaire du défenseur des droits sur les testings en matière de discrimination, qui sont des outils assez utiles pour établir, suivant une méthodologie reconnue par le juge civil, pénal et administratif, comme étant un élément d'établissement de la preuve en matière de discrimination, notamment à l'embauche.
Oui, non, juste dire, oui, effectivement, vous l'avez dit, c'est un élément qui sert à débusquer une discrimination, notamment à l'embauche. Mais attention quand même, parce que sur des testings, la limite, c'est la provocation à la discrimination. Donc, je vous invite à aller d'ailleurs sur le site du Défenseur des droits, parce qu'on a fait un outil, c'est une plaquette de 4 pages, qui donne la méthodologie justement pour faire un testing dans les règles. Alors, justement, vous l'avez évoqué lors de la première table ronde, concrètement, un salarié qui s'estimerait victime de discrimination, syndicale ou autre, comment fait-il concrètement pour saisir le défenseur des droits? Oh, c'est très simple. Alors déjà, donc c'est très simple. Alors déjà, il peut aller voir donc un des délégués du Défenseur des droits. On a 580 délégués sur l'ensemble du territoire métropolitain ultramarin. Sur le département du Calvados, il y en a 6. Il y a 6 délégués du Défenseur des droits. Vous trouvez la liste sur le site du Défenseur. Sinon, vous pouvez saisir en remplissant un formulaire directement sur le site du Défenseur. Et puis, vous pouvez également saisir en envoyant un simple courrier au Défenseur des droits, et d'ailleurs sans affranchissement. Donc c'est gratuit, il suffit d'envoyer un courrier, de bien expliquer quand même aussi sa situation. Et à ce moment-là, donc, il y a une création de dossier et on revient vers les personnes pour la constitution du dossier et voir dans quelle mesure on peut intervenir. Et on a toujours l'habitude de dire que la saisine est gratuite. Merci. Y a-t-il une question dans la salle? Oui, Oui. J'ai une question. Est-ce qu'il est facilement... est-ce qu'on Est-ce que peut vous monter pouvez- facilement un dossier de S'il vous plaît. discrimination Merci. discrimination syndicale et pour raison de santé, lorsqu'un salarié se trouve dans l'obligation de faire un temps partiel thérapeutique pour ses raisons de santé, mais que sur ce mi-temps qu'il fait, il est de plus élu. Donc, en termes de travail, il n'est pas très présent professionnellement. Et néanmoins, les managers ne veulent rien savoir et laissent une charge de travail à l'identique que que les salariés qui ont un 100%. Donc, je ne sais pas si je m'exprime correctement. Je pense avoir compris la question. C'est la question de l'évaluation du salarié dans son travail. L'évaluation du salarié dans son travail par rapport aux objectifs qui ne sont pas réduits du fait de son temps partiel, mais également qui a en plus des fonctions syndicales. Alors, la Cour de cassation a posé 2 règles. La première, c'est qu'on ne peut pas prendre le fait syndical comme un élément d'évaluation du salarié. Mais le deuxième, c'est qu'on doit quand même lui fixer des objectifs tenant compte de son mandat de délégué syndical ou d'IRP. Autrement dit, on est en droit de revendiquer des objectifs qui sont raisonnables par rapport à ce qui existe par ailleurs, qui s'appelle le montant de délégation ou les heures que j'ai que j'exploite au titre de mes mandats. Donc il faut réclamer le fait d'avoir des objectifs et il faut réclamer le fait d'avoir des objectifs raisonnables. Et si on n'a pas des objectifs raisonnables, si la charge de travail elle est maintenue, etc., dans le cadre des entretiens annuels, il faut le mentionner, et c'est autant d'éléments de fait qui vont permettre au juge de constater que la charge de travail n'a pas été aménagée en fonction du poste ou en fonction des mandats, et par conséquent peut constituer un élément de discrimination. Mais encore une fois, c'est bien la question du traçage. Il y a un autre élément qu'on exploite, enfin, qu'on va peut-être exploiter à terme, c'est les fameux entretiens individuels posés par l'article L6315-1 du Code du travail, entretien individuel des 2 ans et entretien individuel récapitulatif des 6 ans. Dans ce cadre-là, l'employeur a l'obligation de mentionner le nombre de formations qualifiantes, certifiantes ou non, obligatoires ou non, que le salarié a pu avoir dans l'intervalle des 2 années. Souvent, les IRP n'ont pas forcément accès à toutes les formations auxquelles ils auraient droit. C'est aussi un moyen de tracer que j'ai pas eu accès à des formations que j'ai réclamées, etc., etc. Donc, ça, ce sont des outils de traçage et qui, au final, à un moment donné, vont pouvoir être utilisés. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, parce que c'est assez nouveau finalement dans nos cabinets, les questions de discrimination,
Je vous ai dit que j'en avais fait 12 depuis 5 ans. Auparavant, j'en avais dû, entre 91 et maintenant, j'ai dû en faire une dizaine, pas plus. C'est quelque chose de récent, le combat sur la discrimination et la prise de conscience qu'il faut faire respecter ces aspects-là. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que on est encore sur des logiques de rétablissement de situation et non pas de prévention. Aujourd'hui, les gens dont je m'occupe, ce sont des gens qui ont été discriminés pendant 20 ans ou 30 ans. Mais moi, ce qui m'intéresse demain, c'est d'empêcher la discrimination. C'est donc, face à un constat de discrimination, d'un ensemble de faisceaux d'indices, d'aller, le cas échéant, en référé, faire juger qu'il y a un trouble manifestement illicite qu'il faut faire cesser. Et là, on sera de plus dans une logique, non plus de réparation d'un préjudice qu'on a subi pendant 30 ans, mais qui correspond en fait à la situation sociologique, historique actuelle, mais une situation véritablement sur laquelle nous, avocats, mais vous aussi, organisations syndicales, vous en emparez immédiatement pour faire cesser ces troubles-là et peut-être amorcer, le cas échéant, des plans d'action. Moi, ce que je trouve... Parfois, on manque un peu d'imagination par rapport à ça, mais imaginez que face à une situation de discrimination vécue dans votre entreprise, on fasse juger par un juge des référés qu'il y a un trouble manifestement illicite et qu'il faut faire cesser. On le fait cesser comment? La réponse, c'est un plan d'action. Et c'est un accord de dialogue social, le cas échéant. Et c'est peut-être ces ouvertures-là vers lesquelles il faut aller dorénavant, et non plus d'être dans une logique de réparation. Mais encore une fois, cette réparation, elle est liée à une situation historique. Nous avons subi pendant 30 ans des discriminations qu'il faut réparer malheureusement. Je crois que tu avais encore une question là. Juste une question sur la chronologie des saisines. Est-ce qu'il faut au préalable saisir le défenseur des droits et ensuite les prud'hommes, le faire en même temps? C'est la chronologie que j'ai du mal à comprendre. Je laisse la parole au défenseur des droits. Déjà, une précaution, la saisine du défenseur des droits n'interrompt pas les délais de prescription. Ça, c'est déjà très important. Ensuite, il n'y a pas d'ordre logique. Vous pouvez saisir le défenseur des droits alors que vous avez déjà saisi le conseil de prud'homme. L'idée, c'est surtout qu'une fois que vous allez saisir le défenseur des droits, on va voir avec vous de quelle manière, stratégiquement, on peut mieux intervenir. Souvent, des avocats nous saisissent parce qu'ils ont une date d'audience dans 15 jours ou 3 semaines en disant « Est-ce que vous pouvez venir ?» Bah non, ça ne va pas être possible parce qu'on a une instruction à faire, etc. Et puis quand bien même, est-ce qu'on est compétent et est-ce qu'on trouvera une discrimination? Donc la logique veut surtout qu'à ce moment-là, vous contactiez au préalable le défenseur des droits avec justement la plateforme 3928 où l'avocat se rapproche du défenseur des droits pour voir effectivement à quel moment il est opportun de le saisir. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'avant la pause méridienne, il y a encore... Oui, il y a encore une question? Oui, bonjour. Tout à l'heure, dans l'aménagement de la charge de la preuve dans le cadre d'une procédure en matière de discrimination, vous avez dit que le demandeur doit apporter les éléments permettant de démontrer la matérialité des faits, et ensuite vous avez parlé d'intentionnalité de discrimination. J'aimerais que vous précisiez ce qu'il en est exactement, parce qu'il me semblait que c'était au défendeur de démontrer l'absence d'intentionnalité. En fait, vous avez deux procédures. La première procédure, c'est la procédure civile qui fait que vous êtes demandeur, vous apportez un fait, et là, c'est à l'employeur de faire. Donc ça, c'est le civil, c'est conseil de prud'homme, c'est plutôt cette partie-là. Par contre, quand on est dans le domaine pénal, et là, c'est généralement suite à une enquête d'inspection du travail, c'est là où on doit apporter la preuve de 3 éléments, l'élément légal, l'élément matériel et surtout l'élément intentionnel. Mais l'élément intentionnel n'est pas demandé de cette façon-là en juridiction civile, puisque c'est l'employeur qui doit apporter la preuve qu'il ne discrimine pas. Ce qui n'est pas le cas en matière de pénal, puisque, comme ça a été dit, il y a la présomption d'innocence, et donc c'est à celui qui attaque, c'est donc soit le salarié s'il porte plainte, ou à l'administration via le procureur de la République s'il y a poursuite, de démontrer qu'il y a des éléments qui prouvent l'élément intentionnel, la volonté de l'employeur de nuire aux salariés déterminés. Une des raisons pour lesquelles, je parle sous ton contrôle, Christophe, une des raisons pour lesquelles les avocats n'aiment pas le pénal,
c'est que, indépendamment du classement vertical des procureurs, des PV de l'inspection du travail, l'élément intentionnel peut être redoutable. Alors, certes, au pénal, on obtient des preuves, puisqu'on est aussi sur un système inquisitorial. Donc, ça permet d'obtenir des éléments qu'on n'aurait pas forcément ailleurs. Imaginons que le juge pénal vienne statuer pour dire l'élément matériel existe, mais l'élément intentionnel n'existe pas. Et là, la discrimination pénale n'étant pas reconnue, elle a une autorité de chose jugée sur le civil. Et ça, c'est extrêmement dangereux. L'élément intentionnel, j'en ai pas besoin en matière de discrimination, comme en matière de harcèlement. La discrimination organisationnelle, le harcèlement organisationnel sont des systèmes que l'on connaît. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au civil, je ne vais pas avoir besoin de démontrer l'intention de l'employeur. Donc, et ça, c'est très important. Juste pour compléter, nous en tant que défenseurs, on ne conseille pas d'aller au pénal en matière de discrimination, ça c'est évident. Pour compléter ce que vous avez dit, c'est qu'en plus en matière pénale, non seulement donc, il faut démontrer l'intentionnalité, mais la loi pénale, elle est d'interprétation stricte. Et donc, vous n'avez pas tous les comportements répréhensibles dans le code pénal. À l'article 225.1 et 2 du code pénal, la discrimination consiste à refuser d'embaucher, sanctionner, licencier. C'est tout. Est-ce qu'une évolution de carrière discriminatoire est une sanction ? Je pose la question. Pas au pénal. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Oui, il y a une dernière question. Là. Donc je propose une dernière question, une dernière réponse. Le temps de passer le micro, j'en profite pour remercier les 5 intervenants d'avoir accepté de participer à différentes tables rondes, en particulier à celle-ci. Et je vous rappelle que la prochaine table ronde débutera à 14h. Bien, nous vous écoutons. Donc Sylvie Guédot, je suis secrétaire de section de la CFDT au CHU de Caen et je suis syndicat santé sociaux. 14. J'ai une question puisque nous sommes dans l'établissement où je travaille, nous sommes des agents de la fonction publique, donc nous sommes régis par les droits et les devoirs liés à la loi Le Pors. En termes nous sommes soumis au secret professionnel, clairement, et il est clairement indiqué que dans la transmission d'informations, on doit s'adresser directement à son responsable hiérarchique direct, et que si jamais il y a les moindres éléments, on peut être soumis au pénal. Donc la vraie question, c'est que nous, ça nous pose une vraie problématique, puisque nous sommes souvent, en tant que militants, avec des informations type patate chaude, puisque dans notre établissement, notre directeur général est clairement proche du ministère et du président, et donc on sait qu'il y a un réseau. Donc il est extrêmement complexe de travailler en tant que militant de façon générale dans notre établissement, puisqu'en plus, nous, en termes, quand vous parliez justement d'éléments anonymes et autres, c'est extrêmement compliqué de pouvoir tracer. Donc comment on fait en tant qu'agent de la fonction publique, tout en sachant que quand on est fonctionnaire, on doit avoir un respect déontologique, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur de notre établissement, même dans notre sphère personnelle. Alors, tout dépend à quel titre vous voulez tracer, si c'est par rapport à votre situation individuelle ou si c'est par rapport à des problèmes d'organisation de service, si c'est des problèmes d'avancement de carrière ou de refus d'avancement de grade, pour moi, il n'y a pas de difficulté à ce que vous dénonciez les faits. Après, que la direction ne réagisse pas, c'est une autre problématique. Hein. Mais vous êtes en droit de dénoncer les faits dont vous êtes victime, les faits de discrimination dont vous êtes victime. Là, vous n'êtes pas astreinte au secret. Très bien. Je vous remercie. Donc je réitère mes remerciements aux 5 intervenants. Et puis je vous invite, j'ai vu le repas était en train de